Le 21 mars dernier, à Kigali, au Rwanda, 44 pays africains ont doté le continent d'un accord sur la zone de libre-échange. À l'heure du Brexit, de la taxation des importations d'acier, de l'aluminium par les États-Unis, où la guerre commerciale menace le monde, le pays africain semble plutôt vouloir se tendre la main. Accord de libre-échange. Quel enjeu et quelle opportunité pour les économies africaines. On en parle dans la première partie de cette émission, votre magazine Presse Tribune. Quant à la deuxième partie, nous resterons dans le secteur économique pour cette fois-là évoquer la perspective, la problématique donc des perspectives économiques au Congo-Brazzaville face à la lancinante question de la diversification de son économie qui tarde à se matérialiser. Alors, question face à l'état actuel donc de crise économique au Congo-Brazzaville. Seul un accord avec le FMI pourra-t-il permettre le développement économique et bien évidemment atteindre la diversification de l'économie et bien des approches, des réponses dans cette émission où nous avons l'honneur de recevoir des éminentes personnalités qui nous font d'ailleurs l'honneur d'être avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment pour la première fois dans cette émission de Monsieur Daniel Ngasiki. Il est donc économiste et banquier. Il n'est pas à présenter. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages qui parlent d'économie. Il est également donc l'auteur de la théorie de l'infinitique inclusif. Monsieur Daniel, merci et bienvenue dans ce plateau de Presse Tribune. Merci. Et nous avons également Monsieur Clovin Hassen, qui est donc membre de la société civile. Il est avec nous, Monsieur Hassen. Merci et bienvenue sur ce plateau de Presse Tribune. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est donc parti pour ce nouveau numéro de votre magazine qui traite des questions qui touchent à la marche de notre société. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, comme annoncé, nous allons évoquer la question donc de l'accord de libre-échange. Vous le savez, depuis Kigali, les États africains se sont engagés pour la matérialisation de cet accord qui date quand même de longtemps, mais bien avant. On ne va pas déroger à la règle. On va commencer comme d'habitude sur les faits d'actualité qui ont marqué nos invités. Monsieur Daniel, vous avez suivi certainement l'actualité. Et pour vous, quel est le fait qui vous a marqué? Bien de fait, d'abord, merci pour cette invitation qu'on a pris avec beaucoup de plaisir et pour encourager les émissions, les médias au Congo. On prend plaisir à participer à cette émission. L'actualité est riche, tant au niveau national, continental qu'international. S'il faut choisir un sujet comme tel, lié à ce que vous venez d'annoncer comme perspective de l'émission, notamment en ce qui concerne le libre-échange, on peut prendre un peu ce que dit le président Trump dans sa façon de traiter des affaires économiques. Le président Trump, effectivement, quand on parle de guerre économique ou de guerre commerciale, il ne s'en cache pas parce que véritablement il a annoncé par rapport au fait qu'il a clairement dit au monde entier qu'il veut travailler comme président des États-Unis et non comme président du monde. Et par rapport à cela, il fait tout pour renforcer la puissance économique américaine, notamment par rapport à la compétitivité que doivent retrouver les États-Unis, en tout cas qu'il veut impulser aux États-Unis. Il y a une politique fiscale très très agressive et particulièrement pour ce qui concerne donc le commerce international, effectivement un protectionnisme qui étonne quand même les théoriciens, les académiciens liés aux théories du commerce international, parce que quand même les États-Unis
c'est une grande puissance qui devait plutôt promouvoir le libre-échange plutôt que le protectionnisme. Et ça étonne. Mais ça étonne, sauf qu'il faut regarder, encore une fois ce que j'ai dit sur le début, ce qui intéresse le président Donald Trump, c'est que ce sont les États-Unis, les intérêts des États-Unis qu'il entend défendre. Et donc, il constate que pour l'emploi, pour un certain nombre de secteurs industriels, pour les sorties de capitaux, eh bien, c'était les États-Unis qui servaient un peu le monde. Et là, il veut retourner la situation en sa faveur. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Je vais d'ailleurs rappeler également que vous êtes ancien secrétaire général, puisque je ne l'ai pas évoqué au début, de la BEAC, donc de 2010 à 2016. Et, monsieur Hassen, vous, quel est le fait d'actualité? Bon, merci beaucoup pour cette invitation de plus. En ce qui concerne l'actualité, je pense que j'ai retenu le sujet de la présidente de l'île Maurice, qui a eu finalement à démissionner tout simplement parce que, on lui reproche d'avoir fait des achats avec une carte qui lui a été offerte par les organisations non gouvernementales. C'est en fait un des exemples qui se reproduit à travers notre continent pour amener, ça montre comment un peu le niveau moral, le niveau éthique devient un élément très capital dans la gestion des affaires publiques. Parce que si tous les États peuvent comprendre que la chose publique est une chose publique et que l'intégrité est un élément qu'il faut prendre en considération pour gérer les hommes, pour gérer un État, cela permettrait à tous nos États de bien gérer la chose publique et permettre aux citoyens d'en bénéficier. Donc là, c'est un élément qui m'a quand même marqué. D'accord. Merci beaucoup. Parlons maintenant de notre sujet, du premier sujet du jour, donc de notre émission. On parle de la zone de libre-échange. Alors, première question, je pose à qui veut donc répondre. Après Addis Abeba en 1963, Abuja en 1991, Durban en 2002, Kigali, on peut dire que marque une nouvelle étape ou encore une étape décisive dans la marche vers l'intégration africaine. Oui, bien. C'est tellement un événement très puissant, très heureux que véritablement il faut s'en féliciter. À titre personnel, vraiment, j'applaudis cela et ça fait partie vraiment des rêves et des attentes des Africains pour ce qui concerne donc le développement et les piliers sur lesquels il faut s'asseoir pour pouvoir espérer aller un peu plus vite vers le développement, et la dimension commerciale est très importante. Il y a beaucoup de défis derrière, on pourra en parler, mais dans l'immédiat et de prime abord, c'est quelque chose dont il faut être très très heureux. Il faut se féliciter. Vous êtes de même avis? Il faut se féliciter de cet accord. Je suis finalement. L'accord en tant que tel, c'est à féliciter par le simple fait qu'il est important et indispensable que nos États se réunissent, nos États se rassemblent, nos États s'associent pour essayer de penser et de travailler ensemble dans le cadre du développement. Donc ça, dans ce cadre de libre-échange, ça c'est très indispensable parce que si déjà il y a ce libre-échange qui peut être opérationnel ou bien effectif, ça permettrait effectivement aux produits de quitter une zone à l'autre pour permettre qu'il y ait un commerce intra-Afrique qui puisse se développer. Mais tout le problème, en fait, c'est de savoir est-ce que cela profitera à tous les États. D'accord. On en parlera dans cette émission. D'ailleurs, vous parlez développement. Nous savons que cet accord est le fruit de 2 ans de consultation menées par le Nigérien, donc Mamadou Issoufou, depuis 2016. Et in fine, c'est pour donc favoriser ou réduire les barrières douanières et promouvoir les échanges intra-africains. Vous l'avez souligné. Mais au-delà, est-ce que quand on parle du développement économique, seul cet accord, on peut se dire qu'on est dans le bon sens? Rien qu'avec cet accord, monsieur? Non, rien qu'avec cet accord, non. L'accord est important. Et pour le reste, en économie, il n'y a pas une seule mesure qui peut suffire à elle seule. L'économie est tellement quelque chose de très complexe
que dans les interrelations qu'il y a entre les mécanismes, entre les faits et autres, une seule politique, un seul élément ne peut pas suffire. Mais ça participe des choses qui étaient nécessaires. Mais il se trouve, il faut aussi le dire, que nous sommes encore aujourd'hui au domaine encore, disons, des intentions. Même si c'est signé, il y a la phase de ratification et il y a des pays qui se sont déjà, pour l'instant, mis en réserve. Le Nigeria n'a pas signé, l'Afrique du Sud n'a pas signé, pour ne parler que de ces deux grands mastodontes, deux grands géants en Afrique qui n'ont pas encore signé. Et donc, il y a tout un processus. Et là, c'est seulement pour signer l'accord. Les ratifications, les débats qu'il va y avoir feront qu'il faut quand même y mettre de la patience. Donc, comme horizon, comme cible, c'est très bien, mais il y a encore tellement d'étapes que cela ne peut pas suffire. En tout état de cause, je peux dire que même pour notre génération, il faut avoir ça en ligne de mire, mais il y a d'autres actions à mener parce que pas question d'attendre les effets de la zone de libre-échange continentale pour le cas de l'Afrique parce que ça prendra tout un cheminement qui prendra des décennies. Ça peut prendre des décennies. Donc, on ne peut pas dire que ça puisse suffire. On dit seulement que c'est la bonne direction. Ça fait partie des choses véritablement qu'il faut faire. Comme un enfant qu'on envoie à l'école, on sait qu'il doit faire les études, mais même s'il n'a encore qu'à l'école primaire, il y a beaucoup de choses devant. Voilà. On va y revenir sur toutes ces choses-là à faire. Ben, restons quand même dans l'accord, parce qu'il y a quand même des gens qui s'en félicitent, qui sont tellement contents. Tout à l'heure, vous évoquiez c'est que cela va permettre la circulation de biens et services. On pourra avoir des sociétés nigérianes, par exemple, venir s'installer sans barrière douanière au Congo, et ainsi de suite. Mais quand nous parlons d'échanges, qu'est-ce que l'Afrique va échanger quand on sait que nos pays sont, pour la plupart, l'économie est peu diversifiée? Qu'est-ce qu'on va échanger? Bon, personnellement, j'ai un avis qui est peut-être le contraire de ce que vous pensez. En ce qui concerne l'échange, même dans l'économie, de façon interne, il y a beaucoup de produits, même qui ne sont pas des produits manufacturés, qui peuvent circuler. Mais tout le problème de cet accord, là où moi, j'essaie un peu d'hésiter, bien que l'accord est là, mais il faut se rappeler que les échanges ne font que 16% entre pays africains. Oui, bien sûr, j'arrive. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait qu'il y ait vraiment les moyens de transport. Il faut qu'il y ait des voies de transport. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, déjà, que ce soit sur le transport aérien, que ce soit sur le transport terrestre, nous avons des difficultés de déplacement entre les différents pays. En ce moment-là, à partir du moment où déjà rien que la circulation pose problème pour entre les citoyens africains des différents pays, il sera difficile pour la marchandise, il sera autant. Mais là, le grand problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils vont échanger. En ce qui concerne les produits, il y a des pays, tout à l'heure, M. Daniel vient de parler, que vous avez l'Afrique du Sud, vous avez le Maroc, vous avez le Nigeria, qui sont des grands pays. Mais moi, la crainte plutôt de cet échange, si nos pays ne développent pas déjà en amont dans les zones, dans les sous-régions, on n'améliore pas les conditions pour qu'il y ait une véritable intégration entre les différents pays des différentes zones. La zone de la CAC, il se développe, la zone de la SADC se développe, et c'est quand tous ces différents pays vont s'intégrer entre eux d'abord, ces différentes entités vont se développer, vont améliorer les conditions de transport, les conditions d'échange comme il faut. C'est en ce moment-là qu'on pourrait aller au plus grand. Mais sinon, actuellement, si on ouvre réellement, on pourrait ouvrir, comme on le dit comme ça, mais c'est nos pays comme le Congo qui seront envahis parce que nous n'avons rien qu'on peut envoyer chez les autres, en dehors du bois. On n'a rien qu'on peut envoyer. Donc déjà, nous voyons qu'entre le Cameroun et le Congo, depuis qu'il y a cette circulation, la voie qu'on a faite, mais le Congo n'envoie rien au Cameroun, mais c'est le Cameroun qui envoie tous ces produits vivriers envahir les nôtres, au point où nos petits agriculteurs ont des produits qui ne peuvent pas se faire valoir sur le marché. D'ailleurs, quand vous parlez du cas congolais, on le sait bien d'ailleurs, le Congo dépend jusque-là. On va parler en deuxième partie de cette émission de la diversification. On dépend des hydrocarbures qui représentent environ 60% du PIB, 70% de recettes budgétaires et 90% de recettes d'exportation. Donc, c'est quand même un problème. Monsieur Daniel, est-ce que dans ce contexte, vous allez appuyer peut-être l'idée ou
alors les critiques de Moïse Kérékou, qui est un ancien ambassadeur du Bénin en Turquie, qui lui pense, d'ailleurs comme M. Hassen, on a peut-être mis la charrue avant le bœuf. Il fallait plutôt solidifier les intégrations sous-régionales. Parce qu'on sait bien qu'au niveau de Maghreb, il y a ces problèmes entre le Maroc et l'Algérie pour le Sahara occidental. Au niveau de l'Afrique centrale, vous-même, vous avez été... au niveau de la banque, il y a ce problème d'intégration, même si aujourd'hui, on a des passeports CEMAC et ainsi de suite. Bon, l'Afrique de l'Ouest, on peut se dire que ça semble quand même aller. Est-ce que s'il ne fallait pas commencer par là avant d'envisager les continents tout entiers ? Bien, je crois que en la matière, il faut avoir une approche véritablement prospective. Il y a des solutions qui sont des solutions de long terme et il y a des solutions de court et moyen terme. Donc, ne faisons pas la confusion entre la perspective qui, elle, est véritablement bonne avec les difficultés de mise en œuvre ou bien les stratégies de mise en œuvre. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Hassen, que la politique des blocs régionaux devrait pouvoir être confortée avant d'en arriver là. Mais il n'est pas mauvais de pouvoir dire à l'avance vers où on va. Parce que tant que vous ne savez pas où vous allez, eh bien, même avec un bon bateau, vous n'atteindrez jamais votre objectif. Donc, la zone économique, la zone de libre-échange continentale, c'est une perspective de véritablement long terme. Même si, bien entendu, les décisions sont prises aujourd'hui, on a dit, il y a plusieurs phases encore, les ratifications et tout cela. Maintenant, pour les stratégies, oui, nous avons déjà constitué des zones économiques. Il est bon que ces zones économiques puissent véritablement se conforter. Donc, en termes de stratégie de mise en œuvre, on passe par les zones économiques qu'il faut continuer de conforter, qui ont déjà leurs acquis, et sur ces acquis-là, aller un peu plus loin. Mais ce n'est pas contradictoire. Par contre, ce qu'il est important de dire, c'est que une zone économique au niveau libre-échange au niveau continental impose à chaque pays de pouvoir mener des stratégies pour savoir comment faire pour pouvoir y gagner. Voilà. Et donc, on a signé cela. Derrière, quelles sont les stratégies de mise en œuvre au niveau continental et quelles sont les stratégies au niveau de chaque sous-région, quelles sont les stratégies au niveau de chaque pays. Donc, chacun devra apporter des réponses pour pouvoir tirer profit de cela. Parce que ce n'est pas parce que c'est bon, de manière globale, que ça pourrait être bon pour tous les pays. Vous savez, toutes les mesures économiques, il n'y a presque pas une mesure économique qui n'ouvrira pas lieu à ce qu'il y ait des rapports de force, des rapports dans la répartition des gains éventuels. Il y a des gains, mais qui est-ce qui va le plus gagner et comment faire pour être parmi ceux qui gagnent? C'est vraiment d'autres questions qui sont dans le sous-bassement de ce qui est là comme perspective. Et voilà. Donc, c'est vrai dans tous les domaines. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un championnat africain que voilà, et chaque pays va dire qu'il va gagner la coupe. Donc, chacun doit mettre en place des procédures et des techniques. Et donc, dans le cas d'espèce, l'avantage pour le Congo est clair. Parmi les contraintes de développement du Congo, croyez-moi, il y a la contrainte du marché. Parce qu'on croit qu'il suffit de produire. Il ne suffit pas de produire, il faut avoir un marché. Donc, si tout le continent devient un seul marché, celui qui veut investir au Congo aura au moins à travailler dans la perspective d'une zone qui est la CEMAC et d'une zone qui est le continent africain. Donc ça lève la contrainte du marché. Aujourd'hui, si vous voulez produire des voitures au Congo, c'est pas la peine. Ce serait très difficile parce que le marché, voilà, même si on voit beaucoup de voitures dans la rue, il y a combien de voitures qu'on peut vendre annuellement? Le marché est petit, le projet sera éliminé à cause de la contrainte du marché. Donc l'ouverture à tout le continent, nous sommes véritablement en perspective, en potentiel gagnant ou c'est bénéfique en principe. Maintenant, des théoriciens, des économiques éminents qui pensent que à long terme on va tous mourir en long terme. Oui, non, maintenant, oui. Maintenant, ce qui est là véritablement à dire, c'est que de notre côté,
si on ne crée pas les conditions, parce que ce que ça impose, il faut maintenant mener des politiques économiques qui mettent en avant la compétitivité économique et l'attractivité. Sans cela... On va y revenir. Justement, le temps de poser la question. Ce que vous dites d'ailleurs, c'est l'économie, le prix Nobel économie 2007. Donc Paul Krugman a déjà affirmé cela, que dans ces genres de cas, il y a toujours une partie de personnes engagées dans le libre-échange, ou alors une grande partie qui vont être le perdant. Selon vous, ce n'est pas ce qui a peut-être fait le Nigeria plutôt, qui continue à rester sceptique quant à cet accord de libre-échange. On voit bien que le Nigeria, qui a déjà de sociétés, qui va vers l'industrialisation proprement dite, est-ce que c'est pas ça qui fait un peu craindre les Nigérias? Bon, je ne peux pas donc être dans la pensée du président Buhari. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu une pression des entrepreneurs, il a eu une pression comment on appelle, du patronat qui hésite. Les seules raisons, c'est eux qui peuvent les évoquer, mais la réalité aujourd'hui, c'est que l'Afrique a besoin de s'unir. L'Afrique a besoin d'élargir son marché pour que ça profite à tout un citoyen, pour que ça profite à tout le monde et pour que ça attire aussi les investisseurs. Ça, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Maintenant, dans la pratique, ce ne sont pas les pays empressés comme le Nigeria qui pourront perdre parce qu'ils ont déjà une économie assez diversifiée. C'est une économie qui tend vers la manufacturation des produits de telle sorte que c'est eux qui vont pour le moment, envahir les autres marchés en réalité. Maintenant, leur hésitation, parce que maintenant, les questions intrinsèques qu'il faut vérifier, pourquoi ils pensent ainsi. Mais sinon, les pays qui devraient les premiers avoir les craintes, c'est les pays comme les nôtres, qui savent que dans le cas de la production, de la diversification de l'économie, nous sommes encore très loin. Mais pourtant, nous pensons qu'il faut y aller, mais c'est eux, les grands pays comme l'Afrique du Sud et autres, qui hésitent. Maintenant, la question de savoir quels sont les facteurs internes pour lesquels ces pays ont eu à hésiter. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est une pression externe qui fait que, il y a aussi d'autres qui sont, surtout que dans ces pays, la plupart des opérateurs aussi, c'est pas ces multinationaux qui viennent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une crainte de quoi? C'est en ce moment-là qu'il faut donc essayer. Bien, mais je crois que ça s'explique quand même aussi en partie que c'est une question de marché. Voyez-vous, je viens de dire pour le Congo, l'intérêt immédiat, c'est qu'il y a un marché qui s'ouvre à nous. Donc, on est dans une conjoncture, un contexte intellectuel tel que ceux qui ont déjà leur marché comme acquis, voilà, les pays comme le Nigeria avec un grand marché qui est en forte croissance, eh bien, ils n'ont pas spécialement la grande impression de la question du marché. C'est presque pareil pour ce que fait Trump. Trump a son marché, les États-Unis, bien, s'il y a protectionnisme, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir écouler ses produits et autres, même si la crainte, bien entendu, pour Trump, pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud, qui sont de grands marchés, c'est de s'attendre à ce qu'ils soient envahis en tant que marché. Et pourtant, en effet, vous avez raison, le secteur notamment industriel et autres, le plus avancé, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Maroc, c'est le Nigeria. Mais ces pays-là ont justement un réseau des lobbies de producteurs. Chez nous, on n'a pas de lobby de producteurs, par exemple. Il y a beaucoup plus de lobbies de consommateurs. Alors, là, d'où la question, est-ce que cet accord, sans le Nigeria, on peut prétendre l'effectivité de cet accord, sans le Nigeria, par exemple? Sans le Nigeria, ce serait dommage. Voilà. Je n'ose même pas y penser parce que le président Buhari, à titre personnel, est favorable. Par contre, nous savons très bien qu'il a eu la pression des industriels nigérians qui ont dit... Nous voulons d'abord voir clair, nous-mêmes, avant que vous puissiez engager le pays. Ça, c'est les producteurs. Nous ne savons pas très bien, nous n'avons pas suffisamment pris en compte ce qu'il y a derrière cet accord. Si c'est juste pour casser notre démarrage industriel, nous ne sommes pas d'accord. Donc, nous devons mieux apprécier la situation et c'est ce qui fait que le président Buhari a attendu. Il est favorable à titre personnel. Mais il y a la pression des producteurs
nigérian. Il y a aussi cette volonté qu'on aille un peu vite, plutôt. En 2019, on espère la ratification donc de cet accord. Ce sont les prérequis. Il faut donc 22 États qui vont le ratifier et pour que cela entre en vigueur. Mais il y a aussi d'autres prérequis. Tout à l'heure, Monsieur Ngassiki évoquait cela sur les plans, par exemple, juridiques, sur le plan des politiques nationales de pays. Moi, je vous pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, notamment, hormis seulement le Congo, pour bien tirer profit, mais toute l'Afrique? Que doit faire le pays maintenant pour, premièrement, matérialiser cet accord, mais également que cela soit efficace, que ce ne soit pas d'autres projets comme le NEPAD, on a bien vu, et puis les résultats se font toujours attendre. Bon, en tout cas, je suis en train de penser que la première des choses que les États vont faire, c'est d'ailleurs ce que vous avez dit, c'est la ratification. Ça, c'est un processus législatif, comme on le dit, dans la plupart des États, je crois. Ça va passer par le Parlement, qui vont se ratifier, qui vont donner l'accord, disons, au président de ratifier, parce que ce n'est pas le Parlement qui ratifie. Bon, maintenant, une fois que cela est fait, maintenant, le grand problème, c'est la mise en œuvre. Ça veut dire que le grand problème aujourd'hui, c'est comme on l'a dit, ça veut dire que si une fois que c'est ratifié, Daniel a dit ici qu'il faut créer des conditions pour que cela puisse être effectif. Et cela prendra du temps par le simple fait que déjà dans la sous-région, il y a encore des problèmes de libre-échange qu'il faut d'abord régler. Je ne vois pas comment la CEMAC ou bien la CEAC, qui a déjà des difficultés à mettre en œuvre sa propre intégration, puisse aller droit à une zone économique continentale. C'est-à-dire qu'il faudrait des étapes qui vont faire que chaque sous-région, chaque groupe puisse se perfectionner, améliorer ses capacités, de telle sorte qu'au fur et à mesure ça avance, parce que déjà, au niveau il y a déjà 3 zones presque au niveau de l'Afrique qui sont un peu assez élevées, qui regroupent 26 pays pour la zone Maghreb et autres qui se ressemblent avec ceux de l'Afrique de l'Est. Donc déjà, il y a des zones économiques qui sont déjà mises en œuvre, qui sont comment on appelle ça, en fonctionnement, en essor. Donc je pense que l'accord ira, comme on l'a dit, que ça prendra du temps. Ce n'est pas dans 5 ans, 10 ans qu'on verra cet accord effectif, même si on a ratifié, mais dans la mise en œuvre effective, il faudra que, ça c'est mon avis, que chaque sous-région, que chaque sous-zone économique puisse d'abord se perfectionner, améliorer ses capacités d'échange pour pouvoir aller vers les autres. Mais ouvrir directement parce qu'on aura ratifié, on ouvre, pour moi, ça sera l'asphyxie totale parce que, comme Daniel le dit, oui, nous n'avons pas un grand marché, certes, mais nous n'avons pas une production. Ça veut dire que nous ne produisons rien. Si nous ouvrons notre petit marché qui existe aux autres, ça veut dire qu'on empêchera la possibilité aux nationaux de pouvoir faire face. Déjà, cela se voit avec, par exemple, la production des œufs. Cela se voit au niveau de l'élevage. Vous vous rendez compte que nous avons nos petits éleveurs qui sont en train de se battre pour produire. Maintenant, comme les intrants sont importés, coûtent cher, donc le poulet produit au niveau de Brazzaville ou bien au niveau du Congo coûte plus cher que le poulet importé. Maintenant, si on ouvre, comme on le dit comme ça, sans pourtant créer des conditions pour que nos éleveurs, nos producteurs soient leur activité soit rentable et que le coût soit réduit parce que l'État aura joué un rôle pour accompagner cela, je vous dis que ça sera carrément l'arrêt total de ces activités qui nous donnent la matière qui est indispensable pour aller vers la diversification. La diversification. Monsieur Daniel sourit. Non, oui, je souris parce que ce qu'il dit est fondé. Mais vous savez, en économie, il y a les effets qu'on voit immédiatement, il y a toujours des effets tout à fait bien cachés. Mais pour répondre à votre question, savoir qu'est-ce qu'il faut réunir pour qu'il y ait une efficacité de cet accord. Cet accord. Eh bien, il y a toujours une façon très simple de dire, il y a toujours des risques quand on prend une décision économique, et ces risques-là, il faut les identifier et les réduire. De l'autre côté, la mesure ou la politique ou l'accord a aussi ses effets bénéfiques. Il faut tout mettre en œuvre pour que les effets bénéfiques puissent produire. S'agissant de la situation vraiment du Congo ou de ce qu'il faudra faire, il faudra savoir qu'en effet,
il n'y a pas d'industrialisation, il n'y a pas de développement du point de vue historique sans qu'on puisse avoir une certaine barrière vis-à-vis des pays plus développés et des pays vraiment bien plus avancés, bien plus compétitifs. Il faut toujours se faire comme un certain espace dans lequel vous grandissez avant d'aller faire la boxe. Vous ne pouvez pas prendre vos bébés et aller les mettre sur les rings de boxe. Donc il faut quand même un peu les protéger, les former et autres, et c'est ce qu'il faudrait véritablement faire. Mais pour ce qui est du cas du Congo, attention. Quand on dit tout est cher et tout est ceci, cela, c'est aussi véritablement sur le plan économique un problème d'économie d'échelle. On produit au Congo sans économie d'échelle parce que les économies d'échelle, pour les avoir, il faut pouvoir vendre sur un grand marché. Comme nous avons un marché qui est petit, il fallait donc avoir une grande capacité d'exportation, ce qui signifie encore une fois la compétitivité. Sans cela, celui qui veut analyser son projet économique trouvera qu'il n'a pas de marché et donc, en l'absence d'économie d'échelle, ses produits seront chers. Il vendra très cher. Pourquoi la Chine bat un peu tout cela? Vous voulez produire quelque chose, eh bien, vous ignorez même les coûts fixes, puisque vraiment, vous répartissez les coûts fixes sur 1 milliard, voilà, de potentiel. Mais au Congo, vous ne pouvez pas éliminer les coûts fixes. Donc, les coûts fixes sont trop importants. La seule chance, véritablement, mais que ce s'agisse de l'industrialisation, de la diversification au Congo, c'est accéder à un marché, soit un marché par rapport au libre-échange, tel qu'on vient de le faire, soit un marché parce qu'on peut être capable d'exporter. Alors, sans cela, véritablement, on pourra effectivement, si on ouvre, ou même qu'on n'ouvre pas, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà. On ouvre, on aura la concurrence, mais on a au moins, comparativement à la situation antérieure, une contrainte qui est levée, celle du marché. Mais encore une fois, c'est de dire que le problème est que c'est un lent processus. Voyez l'UDEAC. Vous savez que l'Union douanière et économique en Afrique centrale a commencé même avant la colonisation. Il y avait une institution qu'on appelait UDE, Union douanière équatoriale, ou quoi, ainsi de suite. Dans les années 59. On est monté les années 60 avec le Cameroun qui rejoint et tout cela. Je crois c'est en 64 ou 64, vers 64. On crée l'UDEAC, donc Union douanière économique d'Afrique centrale. Tout cela avec toujours des ratés, comme vous venez de le dire. Et aujourd'hui, on est dans la CEMAC. Tous les freins au commerce intra-régional ne sont pas levés. Il y a encore des douanes aux frontières. Et tout cela. Donc, le chemin est long. Le chemin, en tout cas, est long, mais espérons quand même. Oui. Comme perspective, c'est une chose qu'il faudrait que nous, en tout cas, en tant que Congolais, si l'on comprend bien un peu les contraintes économiques et autres, ce serait une très bonne chose pour une bonne perspective. Mais à l'Afrique en tant que continent, de réfléchir sur les conditions de protéger ce marché intérieur-là, notamment. Exactement. D'ailleurs, il y a des initiatives déjà qu'on appelle champion d'Afrique, d'ailleurs, qui réunit quelques éminentes personnalités. On citerait Kofi Annan, l'ancien président nigérian, qui se réunissent pour appuyer cette initiative, bien évidemment, pour que ça produise des résultats escomptés. Merci, monsieur, pour cette première partie. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, vous suivez votre magazine Presse Tribune. On se penchait sur la question donc de la zone de libre-échange en Afrique. Eh bien, on a parlé des enjeux, mais également de perspectives, et pour que cela puisse être profitable au développement de l'économie africaine. On va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, je vous rappelle, vous êtes bien dans votre magazine Presse Tribune. Nous évoquions tout à l'heure avec mes invités la question de la zone de libre-échange. On continue les débats pour parler de la diversification économique au Congo-Brazzaville. Et nous allons là droit toucher donc la question de l'économie au Congo-Brazzaville, toujours avec mes invités, monsieur Daniel Ngasiki. Je vous rappelle, il est donc l'ancien secrétaire général de la BEAC. Et puis nous avons monsieur Hassen Clovin. Hassen, lui, il est membre donc de la société
civile. Alors, la question que ça se pose, ça fait quand même des lustres. On parle de la diversification économique dans le pays. On parlait déjà de l'après-pétrole dans les années 80. Alors aujourd'hui, ça reste d'actualité, la crise également aidant, c'est maintenant le créneau. D'abord, comment comprendre que depuis longtemps, avec tout ce que le Congo possède comme potentialité, nous sommes jamais arrivés à diversifier notre économie? Merci pour la question. Bon, mon coéquipier ou mon collègue peut y répondre, mais je peux commencer par dire que, oui, voyez-vous, dans votre question, vous parlez de choses qui, en effet, sont comme des tics de langage en économie au Congo. Hein, la diversification, tout le monde en parle et lance comme tel, et les potentialités. Voilà, toujours les potentialités. Mais les potentialités non exploitées ne veulent rien dire. Voilà. Et ce que l'on devait pouvoir chercher, en effet, on parle de la diversification qui est là aussi une perspective économique dont on ne peut pas se passer en Afrique. La question, c'est tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire pour diversifier, quelles sont les conditions et comment s'y prendre. La diversification, c'est une politique, elle est déclarée, je crois qu'il n'y a pas un économiste qui peut véritablement s'en plaindre, mais c'est comment passer à la mise en œuvre et essayer de savoir que tout est toujours une question de stratégie. D'ailleurs, vous en parlez, vous le savez, dans le plan, dans le programme donc d'action du président de la République, on parle de toute économie et du tout social. Ben alors, donc, ça veut dire qu'il y a une volonté, mais maintenant la question, est-ce qu'il suffit seulement de le proclamer? Non, il suffit pas de vouloir et il suffit pas de proclamer, et je crois que comme intention, c'est très bien. Mais il faut aussi vraiment donner aux choses leur substance. Et en ce qui concerne la diversification, je ne sais pas s'il y a une seule journée qu'on peut passer à parler d'économie avec les Congolais sans que le mot diversification soit posé sur la table. Alors, donc non, la diversification, c'est une option. D'abord, il faut se faire une doctrine et aussi des stratégies et les instruments de cela. Alors, on va revenir pour parler. Sujet. Oui, on n'aura vraiment pas tout le temps. L'essentiel. D'accord, on va revenir sur le comment pour rester dans l'essentiel, parce qu'il y a une question de temps, parce que c'est quelque chose d'ailleurs de tout le jour. Alors, on sait bien que le pétrole reste d'ailleurs, garde un côté prépondérant dans l'économie de notre pays, ça, on le sait. Mais est-ce qu'on peut également, quand on parle d'économie, ça veut dire que c'est passé du pétrole, ou il faut faire que le pétrole contribue à cette diversification? Bon, pour commencer, je voudrais d'abord aborder la question que vous avez posée tout à l'heure sur les difficultés. Depuis, on en parle, on n'a jamais abouti avec la crise, ceci. Non. Moi, j'ai un point de vue qui est souvent différent. J'ai toujours pensé, et je le pense jusqu'aujourd'hui, que la crise dont le pays est victime actuellement n'est pas due à la chute du prix du pétrole ou bien aux difficultés économiques ou la crise financière qui a frappé le monde. Le problème du Congo, c'est la mauvaise gouvernance. Donc le problème de la crise au Congo s'explique par la mauvaise gouvernance, s'explique par le manque de transparence et de l'irresponsabilité fiscale et une autre irresponsabilité dans la gestion des finances publiques. Parce que, vous savez, notre pays, en 2010, le pays a bénéficié de la réduction de sa dette jusqu'à moins de 33%, jusqu'en dessous de 33% du PIB. Mais donc, l'économie est repartie de 2010 à 2015. Notre pays, dans le cas des contrats de partage de production, a eu 292 millions de barils qui correspondent à peu près 13 700 millions de francs CFA, 13 000 milliards 700 millions de francs CFA que le Congo a obtenu. Et au niveau de le rapport de suivi de la Banque mondiale sur l'économie du Congo, en 2014, classé le Congo parmi les pays qui ont plus de réserves au niveau de la zone CEMAC. Comment comprendre que 2 ans après aussitôt,
qui a eu donc la crise d'abord, les difficultés commencent en mi-2014. Comment expliquer que le pays se retrouve avec 0 franc et incapable d'avoir des réserves pour son économie? Donc il y a un véritable problème de la mauvaise gouvernance. Ça, c'est mon point de vue avant même qu'on aborde les autres questions concernant la diversification de l'économie. Parce que tant que on ne règle pas la question de la bonne gouvernance, tant qu'on ne règle pas la question de la transparence et de la responsabilité et de la redevabilité dans la gestion de la chose publique, il est difficile. Tant que la corruption gangrène toutes les sphères de l'économie de l'administration de notre pays, tant que la justice n'est pas capable d'être partiale et de prendre des décisions qui puissent permettre à ce que le pays soit... Vous êtes un peu dans le tout. On va recentrer le débat. Oui, allez-y. Recentrons les choses en ce sens que je n'entre pas dans ce débat puisque les questions ne sont pas posées sur la gouvernance. Bien évidemment. Vous avez annoncé le thème. Donc, je ne me prononce pas sur ce qui vient d'être dit, et bien entendu, que ce soit vrai ou pas, il se trouve que ce n'est pas forcément le thème. Mais, bien entendu, on ne peut pas, en termes maintenant de développement, sans tenir compte des questions telles qui viennent d'être posées, ces grands thèmes de gouvernance, de transparence et autres, et de gestion publique et tout cela. Mais ce n'est pas le thème. S'il y a un thème que vous voulez sur ce thème... Non, mais on reste bien sur la diversification. Voilà. Sur la diversification, justement, ce que l'on veut dire, c'est que le but, c'est justement 2 choses. Je crois que l'intérêt de la diversification. 2 choses. On est trop... l'économie congolaise repose trop sur le pétrole. Et d'une autre manière, par rapport à ce qu'il vient d'être dit, repose trop sur l'État. Si la diversification avait eu lieu, à la limite, si l'État est plus ou moins mal géré, l'impact ne serait pas aussi grand s'il y avait une diversification. Mais aujourd'hui, comme on n'a que sur le pétrole, et que le pétrole au Congo est concentré pour la part qui relève des Congolais ou du Congo, ça passe par l'État. Alors si l'État a des problèmes, notamment de gouvernance et autres, ça pose sur tout le monde. La question véritablement, quelles sont les étapes pour arriver, des étapes à franchir d'ailleurs, pour arriver à la diversification? Ce qui concerne, c'est que le pétrole qui semble être comme posé problème devrait être utilisé comme un canal, comme un levier pour faciliter justement la diversification. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des pays qui n'ont pas de revenus pétroliers. Les pays qui n'ont pas de revenus pétroliers et qui arrivent à vivre. Donc, comme par bonheur, un peu comme par un cadeau divin ou de Dieu ou je ne sais pas comment, nous nous sommes retrouvés avec des revenus du pétrole. Les revenus du pétrole devaient nous permettre notamment de faire des choses qui seraient vraiment très impulsives, très incitatif pour la diversification, qui était que, puisque nous avons des revenus pétroliers que d'autres pays n'ont pas, avec les revenus pétroliers, réduisons pour le secteur non pétrolier toute cette fiscalité, par exemple, qui est rédhibitoire. La fiscalité est trop élevée au Congo et n'encourage pas ne peut pas encourager l'investissement. Donc, tant que nous verrons, par exemple, qu'il n'y a pas de grande réforme dans le sens de réduire la fiscalité, eh bien, on n'aura pas commencé la politique de diversification. Tant que nous ne verrons pas ou ne nous interrogerons pas sur la compétitivité ou non de notre taux de change, on n'aura pas engagé la diversification. Parce qu'il y a des ressorts. Il y a des ressorts pour engager la diversification. C'est pas à l'État de construire la diversification. L'État doit mettre un système tel que, par exemple, s'agissant du climat des affaires, que nous ne soyons pas en queue de liste. Donc, améliorer le climat des affaires est très important pour la diversification. Ça passe par là, la diversification. Le reste, c'est le choix. Il y a l'API Congo qui a été créé, qui travaille là-dessus, mais on a vu également, tout à l'heure vous évoquez la crise actuelle qui fait que le Congo doit entrer en programme avec la Banque mondiale, avec l'FMI, excusez-moi, pour essayer de résoudre un certain nombre de choses. On attend ça depuis 2017, c'est pas arrivé. On s'était annoncé en février 2018, c'est pas toujours le cas.
Et selon nos informations, c'est un peu du côté du Congo qu'on traîne un peu les pattes pour aller vers les réformes tant exigées par le FMI. On voit également le pays en train d'annoncer certaines réformes. Est-ce que vous pensez que le Congo peut s'en sortir dans cela sans passer par le FMI et rien qu'en appliquant les réformes telles qu'annoncées par le président de la République? Bon, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Non, je pense, ça c'est un point de vue, que oui et non, le Congo peut s'en passer du FMI. Donc, alors, j'arrive, permettez que je m'exprime. Oui et non, le Congo peut s'en passer du FMI. En fait, le grand problème aujourd'hui, c'est la vision du développement. Quelle est la vision du développement que nous avons? Parce que quand un pays veut accéder au développement, il doit choisir, créer des conditions propices au lancement de la croissance. Pour cela, il doit choisir le secteur moteur du lancement de la croissance. Le secteur moteur, c'est l'agriculture déjà choisie. Oui, d'accord. D'ailleurs, dans le budget 2018, on voit bien le secteur moteur choisi, c'est l'agriculture. Quelle est la situation de l'agriculture au Congo? C'est une agriculture de subsistance. Donc, ceux qui la réalisent, ce sont les paysans triplement affaiblis par la maladie, par la malnutrition, la sous-alimentation et la vieillesse, et même l'analphabétisme. Ils la pratiquent avec du matériel, on peut dire caduc ou traditionnel, ou pelle, machette, sur quelle terre? Sur des terres qui sont presque non fertiles, qui sont qui ont trop vieilli, j'arrive avec des intrants qui se citent. Tant que ces facteurs, ça veut dire je sais pas que je suis en train de vous couper, mais j'ai vraiment envie qu'on aille à l'essentiel parce qu'on a une question de temps. On sait bien que le Congo dispose de terres favorables à l'agriculture. Ça, on connaît tout ce problème-là. Maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il faut faire? J'évoquais la question de notre partenariat avec le FMI. J'arrive. Ça veut dire que le FMI, ils sont en train de développer. Non, on peut se passer de FMI. Ce que je suis en train de dire pour le moment, ça veut dire que nous avons, quand nous voulons choisir. Donc, je disais qu'il y a deux secteurs pour moi. Il faut choisir le secteur primaire et le secteur tertiaire. Parce que dans le secteur tertiaire, tant que nous n'allons pas, par exemple, développer le tertiaire non marchand, parce que vous voyez le problème de la formation. Vous avez le problème de la santé. Quelqu'un qui ne mange pas ne peut pas bien produire. Mais finalement, vous nous parlez d'un serpent qui se mord la queue. Non, j'arrive pour dire que tant que nous n'allons pas créer de sécurité, c'est pas le FMI en venant mettre de l'argent ou bien en venant mettre les réformes qu'on avale tant que nous n'avons pas nous-mêmes choisi quelle est notre stratégie de développement, comme Daniel l'avait dit au début, que nous allons aboutir au résultat, parce que c'est pas la première fois que le FMI est venu au Congo. En 2010, le FMI a travaillé avec le Congo, jusque je crois en 2013 ou 2014. Quelle a été la solution? Nous sommes retombés dans la même situation. Donc le problème, ce n'est pas le FMI. Le problème, c'est la vision et le secteur moteur et la manière de mettre en œuvre les programmes et de les respecter. On a essayé dans ce pays avec le plan que justement pour continuer dans ce même débat, on a promis quand même des réformes, c'est annoncé, mais les réformes tardent aussi à venir. Vous êtes économiste, vous savez que on peut rien faire sans réforme. Hein. Oui, on peut rien faire sans réforme. Non, votre question est très claire. Hein. Moi, j'aime plutôt répondre dans les limites de la question et même du temps. Votre question, peut-on se passer du FMI ou non? Est-ce que le FMI apporterait et serait une solution pour le développement? Non, il faut recadrer et savoir ce que le FMI peut apporter. Le FMI vient accompagner et aider à la reconstitution du crédit, de la confiance du Congo pour ce qui concerne notamment les financements pouvant venir de l'extérieur, les financements internes et externes. Donc c'est un peu ça son job du FMI, indépendamment de résoudre donc les questions liées aux balances des paiements et tout cela pour ne pas être technique. Donc le FMI vient, il y a une maladie qui est là au Congo qui s'appelle une conjoncture économique très défavorable. Comment y apporter? On peut le faire en interne, mais pour le faire véritablement en interne, dans la situation où nous nous trouvons,
il faut véritablement qu'il y ait un événement heureux du type une certaine augmentation du prix du pétrole pour ressourcer l'État. Sinon, dans l'État actuel, l'intérêt avec le FMI, ce serait justement de revoir avec les créanciers, ou les anciens créanciers d'abord et de nouveaux créanciers éventuellement, comment on peut traiter pour essayer de financer l'économie congolaise, pour celles qui dépendraient de l'État. Donc la dette intérieure, la dette extérieure, reprofiler tout cela et pouvoir donc aller plus loin pour enlever la contrainte financière qui est très grave. Maintenant, bien entendu, il ne s'agit pas de dire que la cause de la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons ne relève que de la chute du prix du pétrole. Non, le président lui-même a été pour dire qu'il y a des antivaleurs qu'il faut combattre et on a mis sur le chemin la question de la rupture. Donc c'est le FMI plus la rupture si on doit raisonner. Mais c'est pas forcément l'un sans l'autre. Maintenant, la rupture, si nous sommes capables véritablement de la faire à fond, sans que le FMI vienne nous accompagner, vienne nous crédibiliser vis-à-vis du reste, parce que personnellement, j'ai l'impression que l'un des problèmes auxquels nous faisons face, c'est un problème de confiance. Un problème de crédit, comme on dit, crédit et confiance, c'est vraiment le même mot. Donc, quand on n'a pas le crédit, eh bien, il faut retrouver les moyens de restaurer le crédit. Et le FMI vient pour aider le Congo à restaurer son crédit financier. Voilà. Alors, M. Hassen, tout ce qui est fait jusque-là, parce qu'on a bien vu la restructuration au niveau de la SNPC, il y a également des mesures annoncées, les réformes au niveau de la SN et SN2, il y en a bien d'autres qui vont arriver. Selon vous, est-ce qu'on y va au rythme, selon le rythme exigé face à la situation actuelle, ou ça traîne un peu le pas? Bon, en fait, mon point de vue là-dessus, c'est que j'ai toujours pensé qu'il faut une évaluation ex ante pour qu'on puisse réellement déterminer quelles sont les causes des difficultés de ces entreprises. Moi, je pensais aux audits. J'ai toujours dit que pour moi, l'audit, ce n'est pas toujours d'aller accuser X ou Y. C'est pour permettre sur le plan de la gouvernance, que ça soit financière, économique ou de l'entreprise, qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les responsabilités pour qu'on voit comment faut-il restructurer les structures. Or, moi, j'ai comme l'impression qu'on vient, on dit, bon voilà, il faut dissoudre telle société, il faut reformer, mais est-ce que on a fait appel, c'est là où je pensais à une conférence économique ou bien une conférence autour des structures pour qu'on essaie de regarder qu'est-ce qui se passe, comment faut-il reformer de telle sorte que ça puisse donner un élan, parce que tout retombe sur l'État qui, au final, risque de continuer à subventionner pour que ces entreprises continuent d'exister, parce que même lors des réformes, l'État a toujours une part d'action qui sont très élevées jusqu'à aujourd'hui. Quand vous regardez certaines structures, aujourd'hui la SNPC, on dit que c'est 100% l'État. Est-ce qu'on a pris des mesures? Dans nos propositions, nous étions en train de penser qu'il faut ouvrir ce capital, par exemple dans le cadre de la commercialisation, pour que ou bien du raffinage, pour que les structures qui sont habituées, qui ont une expertise un peu assez forte, puissent rentrer dans le capital, comme à la création, par exemple, de la CORAF. Ça, c'était l'idée qui sonnait un peu dans la tête pour dire que si on fait des réformes, c'est vrai, mais là aussi, le vrai problème, ce sont les acteurs. Souvent, quand on le dit, on peut faire les réformes. Est-ce qu'au niveau des acteurs, on prend des dispositions pour qu'on essaie un peu, sur le plan juridique, contextuel, on applique des tests pour que les gens, par exemple, puissent être en mesure de suivre le comportement et la manière d'agir de ceux qui vont gérer ces entreprises une fois les réformes mises en place. D'accord. Mais alors, selon vous, monsieur Daniel, on va parler des perspectives. Le président de la République l'a annoncé lors de son discours qu'il n'y a pas à désespérer, il y a l'espoir pour que le Congo s'en sorte face à cette crise. Maintenant, s'il faut regarder sur le plan technique, qu'est-ce qui peut fonder l'espoir aujourd'hui des Congolais qu'on peut s'en sortir? Bien, je crois que le Congo n'est pas en faillite, en effet. Hein. Le Congo n'est pas en faillite. Il y a, comme on a dit, la situation, il faut toujours regarder quelles sont les causes. Si on identifie les causes, à partir du moment où on identifie quelques causes, le fait d'éliminer, de réduire ces causes-là peut aider à ce qu'on puisse en sortir. Quand nous parlons de diversification, c'est pas des mots très simples. C'est l'un des chemins de sortie.
pour pouvoir avoir moins de problèmes de ce type-là. Sauf que ce sont des solutions un peu à moyen terme et autres, et que les gens veulent des solutions à court terme. Les solutions à court terme, si on veut régler la conjoncture, il y a des politiques conjoncturelles qu'il faut pouvoir mener. Et cela, encore une fois, c'est ce que le FMI peut proposer, mais que les Congolais eux-mêmes peuvent, en analysant la situation, savoir, même sans l'avis du FMI, ce qu'il faudrait vraiment faire pour régler un certain nombre de problèmes. Donc, avec ou sans le FMI, l'espoir peut être là, sauf qu'il faudra justement un peu plus de sérieux, un peu plus de rupture, pour utiliser le mot peut-être facile à comprendre, hein, voilà, ou à la mode est peut-être plus facile à comprendre. Beaucoup de rupture au sens où lutter contre certaines antivaleurs. S'il y a eu des surfacturations, s'il y a eu des détournements, s'il y a eu ceci, cela, il faut véritablement réduire. Si les sociétés, je crois que les sociétés, quand on veut faire des réformes, je crois que les dirigeants de ce pays savent que la phase audit est nécessaire. Sans doute que des audits ont été faits et les mesures qu'on est en train de prendre font partie des solutions recommandées par voie d'audit. Voilà. Et donc... Une question, vous êtes quand même auteur de l'économie au canon de l'infinitique inclusif. Alors moi, c'est justement pour parlant de votre théorie, à l'état actuel, comment est-ce qu'on peut appliquer cette théorie au Congo maintenant? S'agissant de l'infinitique inclusive. Oui, s'agissant de l'infinitique inclusive, oui, c'est une théorie qui peut parfaitement être mise en œuvre, même maintenant, parce que justement, elle ne passe pas par des financements publics. Voyez-vous, il s'agit de régler des questions de pauvreté et d'inégalité, ou, disons, c'est une science, une théorie qui peut conduire à la richesse pour tous. Alors, cela tout simplement par les méthodes vraiment de la finance, partant des principes de la démocratie, hein, pour dire un peu les choses. Donc, la chose laquelle, c'est de dire que vous et moi, peut-être n'avons pas créé de société, mon frère ici, société civile, vous avez dit, voilà, de la société civile. Bon, la société civile, c'est pas la création d'entreprise, donc on risque de croire que vous êtes démunis de tout. Donc, l'infinitique inclusive veut seulement dire que, puisque pour être riche, pour apparaître riche, il faut disposer de titres de propriété, hein, avoir soit des parcelles, soit des entreprises et autres, ainsi de suite. Et la question, c'est de savoir, est-ce que nous tous, le citoyen même pousse-pousseur, n'a rien du tout qui peut le conduire à utiliser comme un levier pour la richesse. Et c'est très simple, c'est de dire que, eh bien, il a au moins une chose qui lui appartient aussi, c'est l'État. L'État, traité comme entreprise, ça appartient à tout le monde. Et donc, chacun de nous est quelque part propriétaire d'une entreprise, sauf que cela n'est pas encore bien reconnu par la loi. Cela n'est pas encore matérialisé par la loi. Donc, ce n'est que la loi. On met la loi pour dire que l'État appartient à tous les citoyens. On donne aux citoyens, aux propriétaires de l'État les titres de propriété, qu'on appelle les actions, puisque c'est les actions, puisque c'est l'État, on dit, c'est son droit de vote, parce qu'il ne s'agit pas de concurrencer la présidence de la République, le gouvernement ou le Parlement, parce qu'on détient les actions de l'État, donc c'est des actions sans droit de vote à cause de cela, et sans dividende, parce qu'il ne s'agit pas de transformer l'État en entreprise à produire des profits. Mais quand même, le fait même d'avoir des titres de propriété, comme vous, si vous avez un terrain à Brazzaville, je vous conseille d'avoir le titre foncier. Voilà, donc être propriétaire sans titre de propriété, voilà, une fois qu'on a ça, c'est vraiment ça seulement que ça demande. Ça sera dans notre prochain débat, on en parlera de ça. Et on va terminer avec vous sur des perspectives, quelques 30 secondes. Pour la diversité. Bon, pour la diversité de l'économie, je dis qu'en fait, notre pays n'a pas de problème. Ça, je le dis sans gêne. Le vrai problème principal de notre pays, c'est d'abord la rigueur. Ce n'est pas du populisme. Maintenant, une fois que cela est fait, les conditions pour la relance de l'économie ou bien pour la diversité de l'économie, j'ai dit qu'il faut s'attaquer, prendre par bras le corps les deux secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. Le secteur primaire va nous donner de la matière qu'il faut
qu'il faudra envoyer dans le secteur secondaire quand il va se développer, et le secteur tertiaire va donner, comme on dit, la formation, qui va donner donc l'amélioration de, comment on appelle ça, de l'administration. Vous voyez, le service public, tout est foutu. Vous allez donc essayer de trouver tout ce qui va faire de telle sorte que, d'un côté, le secteur primaire donne de la matière et de l'autre, le secteur tertiaire donne de l'intelligence. Et cela réuni peut permettre que le Congo puisse, le secteur secondaire puisse d'un côté avoir de la matière première pour transformer et de l'autre les financements avec les banques, avec ceci pour que cela puisse conduire à ce que ce secteur produise ce qu'il faut. Parce que tant que les gens ne mangent pas, tant que le pays n'est pas capable de dégager un surplus agricole qui va permettre que le pays puisse disposer de la nourriture pour que les gens meurent à leur faim et que de l'autre côté les gens soient soignés. Quelqu'un qui a le palu ne peut vous pas allez bien terminer par là parce qu'on me fait signe qu'on n'a pas assez de temps. Mon problème dans ce pays. D'accord. Voilà, on va terminer. Un dernier mot. Un petit mot pour dire que, attention, on a parlé de diversification, il y a plusieurs phases. Bon, ce qu'il dit, oui, mais rien ne suffit. La diversification au Congo, il y a une étape qui a été faite, même si peut-être un peu engagée dans des conditions voilà, des conditions qui ne sont pas de rupture, pour parler rapidement. On a fait quand même une étape qui est celle des infrastructures. Donc, les revenus pétroliers ont été en partie utilisés pour régler notamment la question des infrastructures. Bien fait, mauvais et pas bien fait ou quoi, c'est une autre question. Cette étape-là des infrastructures, ça participe à la diversification. Malheureusement, c'est mal fait. Non, écoutez, c'était nécessaire de faire. Maintenant, à côté de cela, il y a justement maintenant les réformes structurelles, comme je le dis, la compétitivité, l'attractivité, on n'a pas le temps de dire, c'est-à-dire qu'il faut créer des conditions dans ce pays telles que les investisseurs étrangers, parce que c'est pas l'argent qui manque, l'argent dans le monde, et on a en surabondance. Donc il faut que chaque pays crée les conditions pour que cet argent-là vienne vers le pays, et c'est par l'attractivité, la compétitivité et autres. Et des choses telles que notre fiscalité, elle n'est pas du tout adaptée à la diversification. D'ailleurs, merci beaucoup. Donc, c'est sur cette note de la fiscalité qu'on espère va s'adapter donc à résoudre cette question, notamment d'améliorer notre positionnement au niveau des doing business qui ne permet pas, qui ne favorise pas donc le climat des affaires, qu'on pourra faire des pas sur ces longs chemins de la diversification de notre économie. En tout cas, merci beaucoup à Monsieur Daniel Ngasiki. Je vous rappelle qu'il est ancien secrétaire général de la BEAC. Il est également, il a écrit beaucoup d'ouvrages sur l'économie. Il est économiste et banquier. Merci à vous d'être passé dans cette émission Presse Tribune. J'espère que ça sera pas la dernière fois. Merci également à Monsieur Hassen Clevin. Il est de la société civile. Il est un habitué de cette émission. Merci à vous également, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce magazine Presse Tribune. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais tout en vous conseillant, continuez donc à nous suivre à travers nos réseaux sociaux et intervenez, commentez. Vos commentaires nous intéressent à travers ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Et voilà, donc d'ici donc le dimanche prochain, portez-vous bien et à très bientôt.